Bonsoir, EDG va bientôt réhabiliter son réseau de distribution. Conséquence, la desserte en électricité va s'améliorer à Conakry grâce à une subvention de l'Union européenne et de l'AFD. Plus de 26 000 cas de tuberculose en 2015 en Guinée, plusieurs dizaines de personnes sous traitement cette année à Conakry. Dépistage, prise en charge, nous verrons comment cela se fait dans les centres de Conakry. Et puis la Guinée face au Malawi, c'est demain vendredi. Comment le Sili s'est préparé pour gagner ce match? Luis Fernandez en parle devant la presse. Les détails dans un instant. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. À la une ce soir, l'Union européenne et l'Agence française de développement viennent en appui à EDG. La Société nationale d'électricité reçoit une subvention de 50 millions d'euros. EDG doit réhabiliter son réseau de distribution pour améliorer la desserte en électricité à Conakry. Le point avec Yaya Silla. C'est une enveloppe de 50 millions d'euros, dont 20 millions comme subvention de l'Union européenne à la Guinée et 30 millions en prêt de l'Agence française de développement. Ces montants sont destinés à la réhabilitation et à l'extension du réseau de distribution dans les zones de Lansanaïa et Ansoumania. Une partie de ces montants servira aussi à l'assistance technique pour le renforcement des capacités de l'EDG. Parmi ces recommandations, parmi ces programmations stratégiques, on retrouve la mise à niveau et le développement du réseau de distribution électrique de la ville de Conakry, auquel nous sommes très heureux aujourd'hui avec l'Union européenne d'apporter un financement de 50 millions d'euros, effectivement, comme ça a été cité, et qui devrait permettre dès 2019 d'apporter, alors bien sûr avant, mais avec un achèvement en 2019, d'apporter une de nouvelles connexions, un nouveau raccordement à l'électricité à près de 50 000 nouvelles personnes, 50 000 nouveaux ménages, et enfin un accès sécurisé, amélioré à plus de 400 000 personnes. Vous vivez tous les difficultés autour de l'approvisionnement en électricité. Ça s'est amélioré. En améliorant la production, on se rend compte aussi des difficultés dans le réseau qui doit clairement être renouvelé et renforcé. Le cofinancement de l'Union européenne et l'AFD dans le secteur de l'énergie s'inscrit dans le cadre du plan de redressement du secteur de l'énergie en Guinée. Pour le ministre de l'Énergie, après 50 ans sans investissement conséquent, la réhabilitation du secteur de l'énergie doit acquérir le soutien de la population. Le ministre des Finances se réjouit du modèle de coopération en matière de financement des projets. Le gouvernement s'attelle à mettre en œuvre ces réformes pour justement créer plus d'appétit vis-à-vis des investisseurs privés pour les importants besoins que nous avons dans ce pays, notamment les besoins de financement d'infrastructures. Donc ça, je dirais que c'est le deuxième point qui est très important, et le gouvernement en tout cas s'attache avec le ministre de l'énergie et de l'hydraulique ainsi que d'autres ministres à suivre de près les évolutions en termes de réforme de la gouvernance dans le secteur de l'énergie. Aujourd'hui, nous sommes fiers de déclarer que nous avons juste à peu près de 600 MW de puissance installée en hydraulique et en thermique, capables de pouvoir fournir de l'énergie à toutes les populations de la ligne interconnectée de Conakry et ses préfectures périphériques. Avant la signature de ces conventions, l'assistance a observé une minute de silence à la mémoire des victimes de l'attentat en Afrique et en Europe ces derniers jours. Et puis, le directeur de l'Agence française de développement s'est entretenu cet après-midi avec le Premier ministre. Les échanges avec le chef du gouvernement ont essentiellement été consacrés à l'accompagnement de la Guinée par l'AFD dans le projet de réforme du système de santé. Adi Kamara Kabassouma. L'AFD, l'Agence française de développement, entend poursuivre en Guinée son élan de solidarité et de soutien aux actions de développement du pays. Cet engagement est exprimé ici devant le Premier ministre chef du gouvernement par le directeur Afrique de l'institution, Jean-Pierre Marcelli, s'est appesanti aussi sur la promotion des secteurs de l'énergie, de l'éducation et emploi jeune. Cette discussion a permis de montrer la nouvelle dynamique de ce programme de coopération qui va connaître en 2016 un niveau jamais atteint.
il n'a jamais faibli, mais des engagements du président de la République de renforcer les actions de l'Agence française de développement dans le monde et tout particulièrement sur le continent africain vont trouver leur matérialisation en Guinée avec une activité de nouveaux financements en faveur de l'agriculture, en faveur de l'énergie, en faveur des PME qui n'avaient jamais été atteints précédemment. Et nous avons donc discuté des modalités de la mise en œuvre de ce programme. Le Premier ministre Mamadi Yula s'est tout d'abord réjoui de la volonté de l'AFD d'accompagner la Guinée dans son processus de développement tant en milieu urbain que rural avant de réaffirmer l'engagement du gouvernement à poursuivre les réformes devant donner une nouvelle impulsion au financement des programmes et projets d'investissement et stimuler les activités économiques en Guinée. Comment surmonter les obstacles liés au commerce international? La question est en débat à Conakry. Parlementaires cadres du ministère du Commerce et de l'Union européenne échangent sur le sujet. C'est une journée dite de sensibilisation sur l'accord de l'Organisation mondiale du commerce, sur la facilitation des échanges et l'accord de partenariat économique. Le point avec Falilou Diallo, Alassane Tondo Camara. Selon une étude menée par l'Organisation mondiale du commerce, la mise en œuvre de l'accord sur la facilitation des échanges pourrait réduire le coût du commerce. Il va varier entre 350 à 1000 milliards et augmenter les échanges entre 33 à 100 milliards de dollars en exportation globale annuelle. D'où l'implication des élus du peuple dans la ratification de cet accord, un exercice qui revêt une importance cruciale pour l'économie guinéenne. Lorsque la Guinée ratifiera cet accord, il y a des avantages comparatifs dans le cadre de la réduction des coûts du commerce, dans le cadre de la création d'emplois, mais aussi surtout dans le cadre de notre positionnement sur le marché mondial. Et donc la Guinée ne serait plus isolée dans le cadre du commerce, mais on va profiter aussi des autres opportunités qui existent à travers les pays qui ont ratifié. En ratifiant cet accord, la Guinée s'engage à mener une série de réformes visant à réduire les formalités administratives et une meilleure coopération entre organismes présents sur ses frontières. Une démarche saluée par les parlementaires. Nous espérons que le ministère du Commerce va cette fois-ci suivre la mise en œuvre de cet accord. La facilitation du commerce est extrêmement importante parce qu'elle contribue, disons, à encourager le commerce entre les pays, à réduire les coûts des transactions et réduire les coûts, en conséquence, les coûts pour les ménages. Donc nous sommes disposés à approuver cet accord et nous saluons l'initiative d'associer étroitement l'Assemblée nationale à l'examen des documents. Au cours de cette journée, 3 accords en phase de ratification ont été discutés par la centaine de cadres présents à cette rencontre. Et leur mise en œuvre devrait donner à l'économie guinéenne le coup de fouet dont elle a tant besoin. En bref, rencontre ce jeudi des membres de la Confédération patronale des entreprises de Guinée, CEPEG. C'est aujourd'hui le patronat le plus représentatif du pays selon le gouvernement Yula. Il s'engage à redynamiser le secteur privé et fédérer les autres organisations patronales. Mangafoli Touré reviendra sur cet élément dans nos prochaines éditions d'information. Renforcement de capacité des secrétaires de l'hémicycle, une trentaine échange sur les techniques de gestion de l'administration parlementaire, une initiative de l'USAID et l'Institut national pour la démocratie. Le point avec Diana Yassane, Maïmouna Beladialo. L'USAID poursuit ses appuis pour la consolidation de l'enracinement de la démocratie en Guinée. C'est dans cette dynamique que se tient cette formation des secrétaires parlementaires, des assistants des groupes parlementaires et des commissions et services techniques de l'Assemblée nationale. Cette activité de renforcement des capacités du personnel parlementaire cadre avec le soutien des partenaires au processus politique électoral de la Guinée. Le présent séminaire que nous venons de programmer renforce notamment la capacité des assistants parlementaires à mieux renforcer les travaux au niveau des commissions permanentes où l'essentiel de l'examen des projets de loi s'effectue. Et la capacité des personnes chargées de la transcription, parce qu'à l'issue de chaque session de l'Assemblée nationale, il y a un compte-rendu intégral qui est élaboré, qui rend compte de la nature, de la manière dont les débats au cours des plénières ont été menés
et lesquels débats auront abouti à l'adoption des différentes lois. Ça nous permet d'une part ici de connaître la technique de prise de notes, la technique d'élaboration ici des projets de loi, le rôle et missions de l'Assemblée nationale et le rôle et missions des secrétaires parlementaires. Pour le NDI, l'Union européenne et le PNUD, le programme du renforcement des institutions démocratiques et la promotion du processus politique inclusif est une nécessité pour la consolidation de l'état de droit. La démocratie repose sur le principe de la séparation des pouvoirs et l'Assemblée nationale a un rôle central dans la régulation du processus démocratique. Comme vous le savez, le taux de renouvellement de nos assemblées nationales est très élevé. En général, 90 à 95% des députés ne reviennent plus lorsqu'ils ont fait une première législature. Donc il s'agit pour nous de renforcer l'administration parlementaire. Ces travaux de 2 jours permettront de maîtriser les connaissances et outils supplémentaires pour accroître les capacités techniques dans la gestion de l'administration parlementaire. On vous l'annonçait dans nos précédentes éditions, la première dame de la République a reçu en audience les dames cadres du secteur privé. L'occasion pour elles de renouveler leur engagement à accompagner Adja Diéné Condé dans la réalisation des projets de la Fondation Prosmi. Ali Badra Condé. Elles sont toutes cadres issues du secteur public et privé. Elles sont reçues en audience par la première dame de la République. Cette jeune féminine réitère une fois encore son engagement à accompagner le professeur Alpha Condé, mais aussi la première dame de la République, Adja Diéné Condé, dans la réalisation des projets de sa fondation Prosmi. L'association des femmes cadres, créée sur votre initiative, se réjouit de l'attention que vous leur portez en les conviant à tous les événements que vous organisez ou que vous présidez. Émue, la première dame de la République a exprimé sa détermination à renforcer ses liens de travail avec ces braves dames. Et cette année, au niveau de la Fondation, nous avons décidé de porter un plan d'action spécifique sur les enfants. Donc l'enfance défavorisée. Et je souhaiterais que vous m'accompagniez. Et je compte sur vous. Ça va être un plan d'action annuel jusqu'au mois de décembre. Ensuite, nous souhaitons cette année délocaliser la fête de solidarité pour les enfants que nous allons faire à l'intérieur du pays. La ville n'est pas encore choisie, mais nous verrons et j'espère qu'on pourra se déplacer en grand nombre pour aller rendre ne serait-ce qu'une journée la joie à ces orphelins qui n'ont plus les parents pour les choyer. Nous avons décidé la réalisation d'un hôpital pour les enfants en Guinée, une pédiatrie qui n'existe pas. Enfin, il y a les pédiatries dans les hôpitaux, mais pas un hôpital spécifique pour les enfants. L'association des femmes cadres de Guinée se propose de soumettre très prochainement son plan d'action 2016 à la première dame de la République. La Guinée a recensé plus de 26 000 cas de tuberculose en 2015 et les centres de dépistage enregistrent régulièrement de nouveaux cas. La prise en charge est assurée à Conakry. C'est un processus efficace de prise en charge pour briser l'évolution de la maladie, du dépistage au mode de traitement. Adia Toubari s'est intéressé à ce sujet ce 24 mars consacré à la lutte contre la tuberculose dans le monde. C'est le grand format de la rédaction. Suivez. Au centre anti-tuberculeux de la Carrière, dans la banlieue de Conakry, près de 1000 personnes en moyenne viennent se faire consulter chaque mois. Ce matin, Koro Cardiano compte parmi les premières venues. La jeune collégienne de 15 ans se plaint de douleurs au niveau de la poitrine. Au médecin consultant, Koro expose son mal. Depuis 2 jours, j'ai mal au cœur. La nuit, ça va me faire mal, je ne peux pas respirer, je tousse bien. Des examens médicaux doivent confirmer le diagnostic du médecin. C'est dans ce laboratoire que les échantillons du crachat sont examinés. Cet examen biomédical est accompagné de la radiographie pulmonaire. Ce sont les 2 modes de dépistage précoce de la tuberculose.
Ce malade est venu hier pour une consultation. On lui a demandé une radiographie pulmonaire et l'examen de crachat parce qu'il tousse à la maison plus d'une semaine et le dépistage a relevé qu'il est positif. Sur son premier examen de crachat qu'il a fait hier, le résultat est positif à 3 croix. Sur sa radio, on voit les lésions qui sont apparentes ici. C'est des lésions pulmonaires. C'est un nouveau cas de tuberculose. À l'issue des résultats livrés, les malades testés positifs de la tuberculose sont reçus dans la section référence et transfert. Ici, ils sont pesés. Ensuite, les médecins leur donnent des consignes à respecter. Il y a 2 sortes de tuberculose. Il y a la tuberculose pulmonaire et la tuberculose extra-pulmonaire. Maintenant, la tuberculose extra-pulmonaire, c'est des cas qui ne sont pas contagieux. Ceux qui sont contagieux, c'est les cas pulmonaires. C'est ceux-là qu'on donne les bavettes, on leur donne des consignes en toussant de protéger la bouche par un mouchoir ou un Kleenex et en crachant, de ne pas cracher n'importe où, de cracher dans les boîtes. Et on referme, après on jette dans les latrines, on nettoie la boîte avec de l'eau de javel. Les tuberculeux suivent un traitement spécifique de 6 mois. Pendant les 2 premiers mois, les malades se rendront chaque jour au centre. Le dosage des médicaments se fait en fonction du poids du patient. On pèse toujours le malade avant de donner le traitement. 50 kg, c'est 3 comprimés. De 55, on donne 4 comprimés. De 71, on donne 5 comprimés. On donne pour les adultes et pour les enfants. Les enfants ne prennent pas ça. Ça, c'est pour les enfants. Pour la phase intensive. Aboubakar Traoré fait partie des 187 malades gratuitement pris en charge au centre antituberculeux de la Carrière. La quarantaine révolue a contracté la maladie en Angola. Depuis, il a fait plusieurs traitements dans les différents pays. Arrivé en Guinée, il entame un nouveau traitement. Je suis à 6 mois de mon traitement, donc ça allait bien. Je suis bien guéri maintenant. Donc je suis très très content pour ça parce que je n'avais rien payé ici comme l'argent. En 2015, le centre antituberculeux de la Carrière a dépisté environ 800 cas de tuberculose, dont 133 patients co-infectés du VIH-Sida. 524 malades ont été référés dans les autres centres de santé du pays. Et puis, c'est officiel, la campagne de cerclage pour briser la chaîne de transmission du virus Ebola à Koropara est lancée ce jeudi. L'opération va durer 21 jours en région forestière où Ebola a récemment refait surface. Voyons tout cela avec Mohamed Saloupaï, Adiatoubari, Sori de Kera. La sous-préfecture de Koropara en cerclage depuis la matinée de ce jeudi 23 mars 2016. C'est une stratégie de riposte à Ebola qui intervient suite à la notification la semaine dernière de nouveaux cas de la maladie à virus Ebola dans la localité. Le cerclage permettra d'assurer un suivi médical de tous les contacts recensés, mais également la recherche active des cas suspects dans tous les villages et hameaux environnants de Koropara. La démarche est couplée à la sensibilisation porte à porte sur les modes de prévention de la maladie. Il y a le microcerclage et le ratissage. Le microcerclage a 6 composants. Le premier, c'est un suivi rapproché de tous les contacts déjà installés et les empêcher de quitter la zone. Et deuxièmement, c'est le triage. Nous avons envoyé des équipes qui doivent venir voir dans les familles, quelle que soit la nature de la maladie, ils doivent pouvoir les prendre en charge. Si c'est des suspects d'Ebola, ils les transportent directement vers le CTE à Zérékolé. Si c'est une autre maladie, ils ont reçu des médicaments qu'ils doivent fournir à la population gratuitement. On a envoyé des pulvérisateurs individuels et les agents de Croix-Rouge doivent passer dans les ménages pour voir est-ce que les ménages pratiquent les règles d'hygiène. C'est ce qu'ils doivent faire, ils ne doivent pas s'asseoir. Chaque matin, ils doivent passer de concession en concession pour voir est-ce que le lavage des mains est pratiqué, est-ce qu'ils ont le dispositif de lavage des mains, est-ce qu'ils se lavent les mains avant de manger, est-ce que leurs toilettes sont propres. Depuis la déclaration de l'épidémie à Koropara, 1015 personnes contacts sont répertoriés à ce jour. Tous seront systématiquement vaccinés afin de rompre la transmission interhumaine de la maladie. Tous les contacts qui ont été sensibilisés, parce que c'est une vaccination en ceinture. On vaccine les contacts, ceux qui ont touché le malade ou ceux qui ont touché la personne décédée.
Donc c'est cela qu'on appelle contact et c'est qu'on vaccine. Il y a un engouement fort et aujourd'hui, en tout cas entre hier et aujourd'hui, tous les contacts de Koropara, d'après ce qu'on m'a dit, sont vaccinés et demain ils vont bouger à une autre localité pour la vaccination. Je suis ici aujourd'hui pour représenter toute la communauté internationale. Nous sommes ici avec nos collègues de l'ONU, mais principalement avec nos collègues guinéens qui ont déjà vaincu Ebola une fois, ils peuvent le faire autrefois. Ces mesures de contrôle rapide de l'épidémie à virus Ebola à Koropara vont se dérouler sur une période de 21 jours. Elles ont déjà débuté par la distribution des kits d'hygiène, mais aussi d'importantes quantités de vivres à toutes les familles confinées. Réunion de travail entre la douane et ses partenaires. L'objectif est d'identifier les moyens de réduction du temps de dédouanement des marchandises. Les transitaires se plaignent souvent de la lenteur de cette opération. Reportage Sekou Fernand Kourouma. Les douanes et les impôts sont préoccupés par le traitement rapide des dossiers de leurs clients. C'est dans ce contexte que tous les acteurs impliqués dans le processus de dédouanement et de transport des marchandises sont autour de la table. Il est question pour chaque partie de poser les vrais problèmes et d'envisager des pistes de solutions. L'objectif visé, si vous voulez, c'est de réduire au maximum le temps d'enlèvement de la marchandise et en même temps réduire, si vous voulez, le coût lié à l'enlèvement des marchandises. Parce que plus nous gagnons en temps, plus nous évitons des coûts supplémentaires. Aux impôts, des efforts sont en cours pour l'amélioration de la qualité des services. Par exemple, le seul guichet qui traitait à peine 15 dossiers par jour est maintenant logé dans un espace spacieux et une dizaine d'agents sont à la disposition des clients. Du point de vue fiscal, il a été posé deux questions principales sur la délivrance des quittances relatives aux droits de timbre. Avant, il y avait certes des difficultés dans ce cadre, mais qu'on a essayé de corriger au fur et à mesure en mettant en place un bureau dédié à cet effet pour prendre effectivement en compte les réalités et les préoccupations des contribuables pour éviter du retard dans la délivrance de nos documents. Et actuellement, le service des impôts est en train de nous aider. Parce que quand tu viens, tu déposes l'argent, tu déposes le dossier, quelques minutes, on t'appelle réellement pour venir payer ton droit, tu payes ça et puis automatiquement on t'appelle aussi pour le code NIF, aussi là on te donne. Les problèmes sont certes nombreux, mais transitaires, sociétés de transport et autres importateurs apprécient l'initiative du directeur général des douanes. Ils souhaitent que de telles rencontres soient permanentes. La société civile plaide pour une meilleure implication des jeunes aux instances de décision. Plusieurs acteurs travaillent sur la question avec des responsables du ministère de la Jeunesse. Les travaux se déroulent à Conakry et le débat ouvre des pistes de réflexion sur la question. Le point avec Mamadou Salouba. Au cours de cette rencontre, le ministère de la Jeunesse a présenté quelques projets initiés en faveur des jeunes. Entre autres projets, le pavage des rues de la capitale, le renforcement de la capacité des jeunes pour l'employabilité, dénommé Nos jeunes ont du talent. À l'initiative de Cherche-Faux Common Grand, association des jeunes, acteurs de la société civile et cadres du département de la jeunesse jettent un regard critique dans le rétroviseur. Les jeunes ne doivent pas être là juste pour observer en tant que spectateurs, mais ils doivent dire leurs mots. C'est ce qui fait qu'un axe important de notre politique de jeunesse, c'est la participation des jeunes à la vie de la société et à la prise de décision. Ils ne sont pas seulement que des bénéficiaires, mais ils doivent être des acteurs du changement. À l'issue des entretiens, les acteurs notent d'importants progrès en faveur de l'épanouissement de la jeunesse. Mais la présence des jeunes dans les instances de prise de décision fait encore débat. Nous pensons que pour préparer la société de demain, parce que pour nous, en fait, la paix, ça s'est construit, ça passe par non seulement une interaction avec les jeunes, leur formation, leur information, leur implication dans les prises de décision. Donc c'est cela que nous faisons ici. Nous essayons d'aider les jeunes à accéder aux décideurs au niveau des pouvoirs publics, donc aux décideurs politiques ou aux administrations, pour que ces jeunes puissent exprimer leurs besoins, leurs souhaits, afin que ceux qui dirigent l'exécutif actuellement aussi puissent apporter des réponses.
Cette rencontre est une phase du projet Gouvernance, responsabilité du secteur public initié par Cherche for Common Ground. Il cherche à mieux impliquer la société civile dans les programmes de réforme initiés par le gouvernement guinéen. Les dés sont jetés pour le Festival international du film environnemental. L'événement se tient à Conakry. Et pour cette deuxième édition, 20 films sur l'environnement sont réalisés pour interpeller les gouvernants sur la promotion des actions de protection de l'écosystème. Le point avec Mamadou Alpha Baldé. Sur scène, les grands sorciers de Papa Kouyaté. Cette prestation annonce l'ouverture des activités du Festival international du film environnemental de Conakry. Une vingtaine de films de plusieurs pays sont en compétition. La Guinée, pays hôte de l'événement, est représentée par le centre universitaire de Zérékoré, dont le seul film est retenu. Mais nous avons fait le film de façon pédagogique. L'éducation à l'environnement est dedans. Nous sommes allés à la source, travailler avec les paysans sans simulation et les trouver sur les terrains de carbonisation, sur les terrains de coupe de bois abusive, sur les terrains d'orpaillage. Donc nous avons grand espoir que notre film sera primé. Nous avons des films de haut standing, on a des films qui sont venus un peu partout de par l'Afrique et de par le monde. On a des films canadiens, quand je cite Moda, c'est une production canado-américaine. Quand je cite le film Fat to Gris, c'est une production française. Quand je cite le film Kéréma entre orpaillage et carbonisation, c'est un film guinéen. Face au phénomène du changement climatique, l'implication du 7e art pourrait porter un signal fort dans le combat contre la dégradation de l'environnement à travers un appel à la prise de conscience. On peut considérer le film comme un canal d'information, d'éducation et de sensibilisation très intéressant, très important pour tous les hommes, à savoir les femmes, les hommes, les jeunes et les enfants. Il y a plusieurs festivals qui courent nos rues, mais très peu de festivals s'intéressent aux questions d'environnement. Or, les questions d'environnement, on vient de sortir de la COP 21, sont des questions centrales à toute bonne gouvernance aujourd'hui. Une projection de ces films est prévue dans différentes universités de la capitale. Des cartes professionnelles pour les journalistes de l'Association internationale de la presse sportive. L'opération de distribution est en cours pour permettre à ces passionnés du sport d'exercer désormais et librement leur métier. Kadiatou Traoré, Fatmata Diallo. Ils sont 45 journalistes, caméramans et photographes à bénéficier de ces cartes de l'Association internationale de la presse sportive AIPS. La cérémonie qui nous réunit sous votre auguste présidence marque la remise des cartes AIPS, le passeport international du journaliste sportif, technicien et photographe, bref, de la chaîne de retransmission audiovisuelle et imagée. La carte AIPS est biennale. Celle de ce matin concerne 2016 et 2017. À cette occasion, le président d'honneur, Cheikh Fantamadi Condé, ancien président des journalistes sportifs d'Afrique, a rappelé les qualités du journaliste sportif. Je tiens la carte de membre de l'Association nationale de la presse sportive de Guinée, non pas pour un sésame destiné à procurer des franchises et des privilèges, mais véritablement pour une médaille d'honneur et de prestige. Représentant le ministre des Sports à cette cérémonie, Fodeba Istokira a invité les journalistes à se former pour être plus compétitifs. Pour une meilleure structuration et une meilleure professionnalisation du secteur de la communication, des sports et de la culture, il faut absolument avoir des jeunes aux dents longues, des jeunes qui ont l'ambition d'apprendre. L'Association internationale de la presse sportive AIPS a été créée le 4 juillet 1924 à Paris. À ce jour, chaque continent a une représentation. Je vous amène aux États-Unis, une journée spécialement dédiée aux femmes guinéennes, l'occasion pour elles de planifier des actions en vue de leur autonomisation, à travers notamment la formation, images et témoignages avec Fatmata Samoura, notre correspondante aux États-Unis.
Les Guinéennes de la métropole de Washington célèbrent le mois de la femme. À travers une table ronde, elles réfléchissent aux conditions indispensables à leur autonomisation effective. L'unanimité se dégage autour de la formation et de l'organisation. Nous avons l'habitude de faire des grandes fêtes. Mais la femme guinéenne se dit aujourd'hui qu'elle est fatiguée des fêtes. Nous voulons une avancée plus rapide. Nous voulons aller d'ici 2030. Nous ne voulons plus attendre 2030. Nous voulons vite avancer. Surtout que le chef de l'État même a eu confiance à la femme en nommant 7 femmes dans le gouvernement cette année. Des combats menés sur plusieurs fronts dont la noblesse pourrait être valorisée davantage. Et cette rencontre de cet après-midi a été salutaire parce qu'il a permis vraiment de toucher du doigt des réalités importantes concernant justement nos sœurs qui vivent ici aux États-Unis. Et on a, disons, on est arrivé à l'idée de créer un comité qui va réfléchir sur l'ensemble des questions qui peuvent permettre à nos sœurs d'être encore 2 fois plus dynamiques. Je profite de votre micro pour saluer ces femmes parce qu'elles ont des initiatives intéressantes. Depuis mon arrivée en tout cas, j'avoue qu'on a une collaboration franche et sincère. Elles font des galas, elles font des réunions, elles font des mobilisations, elles font des fundraising pour chercher des moyens qu'elles envoient souvent au pays pour aider leurs sœurs à rester au pays. Premier du genre, ce symposium aboutit à la mise en place d'un comité de réflexion. Sa mission, faire des propositions en vue d'une refonte de l'Association des femmes guinéennes de Washington. L'idée est d'aboutir à un mécanisme qui va fédérer toutes ces bonnes actions, comme cette assistance à des structures sanitaires de la Guinée. Restons aux États-Unis. Le ministère de l'Action sociale présente la situation des enfants victimes et orphelins d'Ebola. La mission a aussi dressé sa stratégie de protection et de réinsertion de ces enfants. C'est à l'occasion de la 60e session des Nations Unies sur la condition de la femme. Les détails avec nos envoyés spéciaux à New York, Safiatou Condé, François Marat. Il a été question de montrer les efforts d'engagement de la Guinée par rapport à la prise en charge des enfants victimes d'Ebola. Devant la CEDEAO, l'UNICEF, l'Union africaine et d'autres pays, le ministère guinéen de l'Action sociale a présenté la situation des 6220 enfants orphelins d'Ebola. Une situation qui parle des troubles psychosociaux, de la séparation familiale, de la stigmatisation, de la négligence et de la déscolarisation. Il y a quand même des défis, c'est celui de faire en sorte que le travail social soit développé dans notre pays, c'est de continuer à appuyer les communautés qui ont reçu ces enfants, parce que les enfants doivent continuer, il y en a qui sont dans les obligations scolaires, il y en a qui doivent emprunter d'autres voies en termes par rapport à leur bien-être. Il faut donc continuer à accompagner ces familles qui ont accepté de recevoir ces enfants orphelins, mais aussi continuer à accompagner les familles qui sont affectées par rapport à l'épidémie. Accompagner les familles victimes, les partenaires rassurent, mais ils demandent aux pays touchés par l'épidémie de renforcer les mesures de protection. Avec la synergie engagée depuis l'apparition de l'épidémie Ebola, les enfants victimes ou orphelins de la maladie ne cessent de recevoir des appuis psychosociaux. Un appui qui garantit à coup sûr l'avenir de ces enfants. On termine avec ce point de presse de Luis Fernandez. Le sélectionneur guinéen était devant la presse nationale pour présenter son équipe et rappeler les enjeux du match de ses poulains contre le Malawi. La rencontre se jouera demain au stade du 28 septembre et Luis Fernandez se montre déterminé à gagner ce match, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN de football 2017. Mami Ebelamou a suivi pour nous cette conférence de presse. Conférence de presse d'avant-match, Luis Fernandez a décortiqué la situation du Sili national, engagé dans les éliminatoires de la CAN 2017 et de la Coupe du Monde Russie 2018. Sur la question de savoir comment le Sili a accueilli la nouvelle de rejouer sur la pelouse du 28 septembre après plus de 2 ans, le Français répond. On ce stade, ce matin déjà entraînement, on laisse rentrer tous ces enfants. Moi, ce que je veux, c'est que les joueurs aient du plaisir. Le plaisir d'une victoire, parce qu'ils l'attendent avec impatience. Et je pense qu'ils vont tout mettre en œuvre pour gagner ce match. Ils le savent très très bien. De l'autre côté, joueurs et encadreurs sont déterminés à redonner le sourire au public sportif après le week-end noir qui a vu éliminer 3 représentants guinéens dans les compétitions africaines. On a un peu mal débuté cet éliminatoire. Donc voilà, retrouver déjà notre public qui va nous aider. Comme on dit, le 12e homme va être très déterminant en notre match à domicile.
Donc voilà, retrouver des saveurs et du mécanisme de l'effectif et puis repartir avec la victoire. La mauvaise nouvelle, c'est l'incertitude de voir Naby Keita prendre part à ce match pour cause de blessure et l'absence de Kevin Constant. Mais Fernandez reste confiant quant à la victoire du Sili national. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Tougué et à Boké. Bonsoir.